Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bien, bienvenue à ce nouvel épisode du balado Sans vice caché. C'est toujours un plaisir de faire ce nouveau balado-là. Hein. C'est un beau projet grâce à notre bannière Proprio Direct qui a décidé d'embarquer dans ce projet-là. Hein. Après 38 ans d'activité au Québec, grâce à vous, bien, on peut être là chaque semaine. Parce que chez Proprio Direct, on n'est pas seulement là avec vous, on est là pour vous. J'aime beaucoup le ton. Le ton est parfait. Merci Proprio Direct de supporter le balado Sans vice caché. Oui, et on a décidé chaque semaine à Sans vice caché parce qu'on veut des questions du public. Hein, c'est vous qui nourrissez les sujets du balado Sans vice caché. Et on en a une première à présenter. Puis chaque semaine, n'hésitez pas à nous écrire en mbergeron, yparent, @commercialpropriodirect.com. On vous lit, on sélectionne des questions. Et cette semaine, c'est quoi la question? Oui, puis c'est peut-être bon que les gens m'écrivent à moi parce que vous allez voir, si vous écrivez à Mel, ça se peut que le retour soit très, très long. Non, je fais des blagues, mais on veut que ça soit interactif. Puis la première question de la semaine, cette semaine, en fait, vient de Julie de Boucherville qui nous demande, en fait, quand on achète, c'est une question qui revient souvent, quand on achète un immeuble à revenu, Mel, un 2 ou un 3 logements, puis on est en groupe, exemple, on est plusieurs là, qui veulent acheter, est-ce qu'on peut reprendre possession immédiatement de plus d'un logement dans l'immeuble? Comment ça marche? Bien, la réponse est très nuancée. Hein? Parce que, par exemple, si Julie veut acheter un immeuble, un duplex, avec son conjoint, mettons qu'ils ne veulent pas habiter ensemble, chacun leur logement, ils pourraient reprendre les deux. Par contre, si c'est des amis qui achètent ensemble, tu ne peux pas mettre tout le monde dehors et occuper le plex parce que là, ça devient de l'indivision. Hein? Exactement, ça devient de l'indivision. Puis il y a une protection légale aussi pour les locataires, évidemment. Donc, on ne peut pas arriver comme ça avec nos gros sabots puis déloger tout le monde en même temps. Puis comme tu dis, il y a certaines exceptions. La loi est très nuancée là-dessus. Puis on peut rappeler aussi aux gens pour reprendre un logement, on doit quand même respecter les règles du tribunal administratif. Mais ça comporte quoi au niveau des dates? En fait, il faut envoyer l'avis au locataire au moins 6 mois avant la fin de son bail. Donc, exemple, le bail se termine le 30 juin. Il faut avoir envoyé l'avis avant le 31 décembre. À moins d'une entente contraire. On le sait, on a vu dans les dernières années des rénovictions, tout ça. Tu sais, nous, quand on accompagne des gens à l'achat d'un plex, on ne se fie pas sur le fait que le locataire va partir parce que tu lui donnes 10 000 puis que non, c'est pas comme ça. Oui, ça peut arriver, mais c'est pas automatique. Et il faut que la personne soit âgée de moins de 65 ans pour reprendre son logement et avoir un certain revenu, en fait, parce que c'est pour protéger les personnes plus âgées. Depuis 2016, on ne peut pas reprendre le logement d'une personne de plus de 65 ans qui occupe son logement depuis plus de 10 ans et qui a un certain niveau de revenu modeste. Oui, exactement. Puis ça, c'est bon ce que tu amènes là parce que, tu sais, Mel, tu te souviens, la notion du 65 ans est apparue en 2024 parce qu'avant 2024, l'âge, c'était 70 ans. Mais pour Julie à Boucherville qui nous a écrit, parce que c'est un volet aussi de sa question, merci d'en parler, Mel, c'est que ces gens-là, comme tu dis, sont protégés et c'est pas seulement être un critère d'âge. Il faut que ce soit les trois. Mais c'est pas le 70 ans qui est apparu en 24, tu me fais penser, là? Non, ça a diminué. Ça a diminué, donc on protège davantage les gens âgés. C'est pas drôle à dire, hein? Moi, je vais être là. C'est tout jeune. Je veux dire, c'est tout jeune. T'approches l'année prochaine, toi, hein? Merci, Mel. Merci. C'est toujours plaisant de faire ce balado-là avec toi. Jeff, tu prends des notes, s'il vous plaît. Mélanie déborde, OK? C'est pas juste moi qui déborde ici. Mais à 65 ans, si t'as pas d'argent, tu sais, t'as pas un gros revenu, ça fait 20 ans que tu habites là. Tu sais, ça serait facile pour un nouveau propriétaire de dire « Hey, elle paye 600 $ par mois, je vais la mettre dehors, je vais reprendre le logement, supposément pour mon fils. » Tu sais, c'est pas toujours comme ça. Ça se veut une protection pour les gens plus âgés dans les immeubles, mais ça a un impact. Si vous êtes un investisseur immobilier, disons-le honnêtement, surveillez ça, informez-vous sur l'âge des gens qui sont locataires dans votre futur immeuble peut-être, parce que oui, Julie, ça peut avoir un impact à l'achat, puis ça fait en sorte aussi qu'on ne peut pas, comme Mélanie dit, déloger les gens. Et je réitère, ça ne peut pas juste être le critère d'âge, donc c'est 65 ans, il faut à ce moment-là y demeurer depuis plus de 10 ans. Et le troisième critère est un peu plus technique. En fait, il faut que le revenu annuel soit inférieur ou égal à 125 % du revenu maximum pour avoir accès à un loyer à prix modique. Je suis pas sûre de comprendre.
Oui, je vais le dire en français C'est ça. après. Autrement dit, il faut que tu gagnes environ, une personne seule devrait gagner environ 35 000 et moins. Ouais. Puis une famille nombreuse, là, ça irait, mettons, à 70 000. Si on gagne égal à ça ou moins que ça, et on est âgé de 65 ans et plus, et on est là depuis 10 ans, on devient indélogeable au sens de la loi même. C'est ça. Voilà. Alors, quand vous investissez, pensez-y aussi. Donc, Julie, si c'est pour habiter avec les amis, idéalement, là, tu sais, nous, on en avait eu un à vendre, un plex comme ça, à Laval. Triple occupation. Hey, ça, c'est une denrée rare, là. Si vous voyez ça sur le marché, vous voyez que les 3 logements sont libres, même si c'est un immeuble défraîchi, même s'il y a des rénaux à faire sauter dessus. Parce que tu te souviens, on avait eu cet immeuble-là dans Pont-Viau à vendre. Ah oui, mon Dieu. On l'a mis en vente. Il y a eu tellement de visites. Les 3 logements étaient disponibles pour l'acheteur et ça s'est terminé par, je pense, 16 promesses d'achat. C'était une folie parce que la rareté en ce moment des logements vides, c'est ça qui est vendeur. Alors, c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui paye un bas loyer, qui est là depuis longtemps, vous ne pouvez pas le déloger, bien, à ce moment-là, votre immeuble vaut un petit peu moins. Mais quand cette personne-là quittera un jour, bien là, vous pourrez faire des améliorations et remonter les loyers. Mais c'est vrai que quand vous avez des doubles, triples occupations, bien, trouvez-vous des amis puis allez habiter là parce que ça vaut la peine. Oui, puis tu sais, en termes d'immeubles à revenus, je pense qu'en 2025, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là-dedans ou des gens qui regardent ça, qui vont être d'accord avec ce que je vais dire là. C'est vraiment un investissement à long terme parce que, tu sais, c'est plus vrai qu'aujourd'hui, tu achètes un immeuble à revenus puis dès le départ, tu fais de l'argent, tu sais, tu fais pas tes frais, en fait. Fait qu'il faut que tu le vois vraiment plus à long terme. Puis disons-le, Mel, il y a une nouvelle statistique qui est sortie, là, je t'amène là-dessus, une nouvelle statistique qui est sortie de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, l'APSIC, qui vient dire que il y a une augmentation des ventes d'une manière globale là, des immeubles à revenus dans le Québec au complet. Et dans la grande région de Montréal, on parle de plus de 33 % d'augmentation en 2025 et 2024. C'est incroyable, Mel? Bien, moi, je pense que c'est directement lié à la baisse des taux d'intérêt parce que l'année passée, souviens-toi, les taux étaient beaucoup plus hauts. Les immeubles à revenus, on pouvait entendre une mouche voler, là, c'était beaucoup plus tranquille. Puis les gens se disaient, bien voyons, en payant 6 % d'intérêt, j'y arriverai pas à acheter cet immeuble-là avec les loyers. Sauf que là, aujourd'hui, avec un taux meilleur, il y a aussi des assouplissements. Hein, tu peux mettre moins de 20 % de mise de fonds si tu achètes un plex à 1,2 million, par exemple, parce que la marge a été augmentée jusqu'à 1,5 million. Tu peux mettre moins de mise de fonds pour acheter ton plex que tu vas occuper. Ça, c'est un incitatif à acheter. Puis c'est des mesures qui sont en place depuis le 15 décembre 2024. Ouais. Alors, c'est tout récent. Donc, moi, je pense que ça a fait augmenter les ventes. Le fait de pouvoir mettre ton amortissement sur 30 ans, ce sont tous des facteurs. Moi, je l'avais dit l'année passée, là, j'ai dit, garde bien ça, ça va faire exploser la demande et c'est ça qui se passe. Il n'y a pas tant plus d'offres, mais ce qui est en vente se vend rapidement. Puis il y a des vendeurs qui se disent, ouais, peut-être que c'est le bon moment justement pour mettre en vente parce que les prix sont bons. On vend bien les immeubles à revenus, puis les chiffres le disent dans toutes les régions du Québec. Il y a Trois-Rivières aussi, qui est un marché assez impressionnant en termes de vente de plex là, depuis la dernière année. Phénoménal. T'sais, on parle plus juste de Montréal, puis on vous avait dit à Sans-Vis-Caché qu'on se décollerait en région. Moi, je suis de Rimouski. Mélanie, typique montréalaise. Rosemont-Petite-Patrie. Rosemont-Petite-Patrie, mais on aime ça parler de ce qui se passe ailleurs au Québec. Et écoutez, il y a une statistique aussi, Mel, qui m'a frappé ce matin. Délai moyen de vente d'une maison actuellement dans la région de Québec. Je ne parle pas de Montréal, région de Québec. Là, écoute, on est environ à 19 jours. Là, je dis aux gens, c'est pas toutes les maisons qui se vendent en 19 jours, c'est un délai moyen de vente 19 jours. C'est une région qui est complètement, présentement, Québec est un marché qui est vraiment en feu, on va dire comme ça, là, vraiment. Puis 19 jours, ça veut dire que toutes tes conditions sont réalisées. Donc, tu as accepté une promesse d'achat peut-être 2 jours après que tu aies mis en marché. Puis là, les gens ont 1 ou 2 semaines pour réaliser leurs conditions. Puis en 19 jours, c'est fini. C'est une moyenne. C'est vraiment un délai très court. Alors, taux d'intérêt qui sont bas, combiner une économie quand même qui va encore assez bien au Québec, disons-le, phénomène de rareté, ce qui fait en sorte que c'est pas de nature à faire diminuer les prix. Puis, on parlait d'immeubles à revenus, il faut être passionné dans ce marché-là, Mel. Puis ce matin, on va parler à quelqu'un qui est passionné d'immobilier. J'ai bien hâte d'avoir sa version des faits par rapport à ce marché-là, moi. Ben oui, on le retrouve. Moi, ça me fait plaisir de le retrouver. On vous fait la surprise tout de suite dans quelques secondes. Bienvenue à Sans-Vis-Caché. Discussion franche, conseils concrets, histoire vraie. Sans vice caché. C'est très spécial pour moi aujourd'hui parce qu'on vous avait dit à Sans Vice Caché que par-ci par-là, on allait recevoir des gens plus connus qui allaient nous parler de leur parcours immobilier.
Et ce matin, messieurs, madame, je tiens à vous mentionner, nous ne sommes pas un bulletin de nouvelles à TVA, mais j'ai l'honneur d'être assis au centre de personnalités très connues, dont Pierre-Olivier Zappa et Mélanie Bergeron, qui ont travaillé ensemble pendant des années. Ça nous replonge dans de très beaux souvenirs. Hey, ça fait tellement plaisir de t'accueillir comme ça. Puis, écoute, Yannick, c'est vrai, hein, tu es comme au centre d'une histoire qu'on a vécue à distance raisonnable pour mettre ma main sur sa cuisse aussi, si je voulais. Puis, je voulais pas prendre de chance aussi. Je voulais pas que ça soit Mélanie qui soit dans cette position-là. Tu fais bien. La dernière fois que j'ai été assise à un bureau avec toi, LCN, je pense une des dernières fois, c'était l'histoire des dindes sauvages. C'est vrai. Oui, écoute, on avait eu un fou rire en ondes. La fameuse dinde sauvage. Et tu sais quoi? J'ai pensé à toi il n'y a pas longtemps parce que je me suis retrouvé... Attends, tu penses-tu à Mélanie quand tu penses à dinde? Quand je pense aux dindes sauvages, je pense à notre fou rire en ondes. Moi aussi, ça m'est resté. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2 dindes sauvages qui ont élu domicile chez mon voisin à Montréal. Et là, le matin, parfois, je me lève... allé sur le couch? Non, heureusement, j'ai pas donné d'accès à l'intérieur. Je me protège parce que je sais ce que ça peut faire, mais je la vois sur mon terrain, puis des fois, je me lève le matin, là, puis un peu comme James Bond, je regarde autour de l'auto, je regarde autour de la maison. J'ai même appelé la ville pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a une dinde sauvage sur notre propriété. Il faudrait qu'il appelle SOS Dundee. On l'a reçu à Saint-Vescaché il n'y a pas longtemps. Écoute, probablement parce que la ville m'a dit « Apprenez à cohabiter avec les dindes sauvages ». Bon. Alors, mais tu sais que ça brise des vitres. Là. C'est peut-être pas ce qui va arriver chez vous. Non, je me croise les doigts. C'est ça. Écoute, on te reçoit. C'est vraiment plaisant de t'avoir avec nous parce que les gens connaissent peut-être un peu moins ce volet-là de toi. Mais Pierre-Olivier Zappa, c'est un gars super manuel qui a racheté le chalet familial, qui l'a revendu, qui a racheté une maison à Montréal. Donc, pour commencer, là, toi, t'es arrivé relax aujourd'hui là, pour nous jaser. On laisse la cravate dans le garde-robe. Oui, puis c'est le fun parce que Pierre-Olivier parle beaucoup, évidemment, des événements externes. Tu parles beaucoup aussi d'autres personnages, mais aujourd'hui, on se concentre sur toi, Pierre-Olivier. Puis les gens ne savent pas, tu sais, vraiment, moi, j'ai eu l'occasion de participer à quelques reprises, Mélanie aussi, avec toi à différentes interventions, mais dans mon livre à moi, tu es un passionné d'immobilier. Oui, je suis un passionné de maison dans la mesure où, pour moi, un bien immobilier, c'est pas un investissement, ça le devient par le fait même, mais c'est avant tout une vibe, une histoire. Pour moi, une maison, c'est beaucoup plus qu'un bâtiment, il y a du vécu. Puis quand tu rentres à quelque part, tu le sais tout de suite dans mon livre à moi, si tu es fait pour être là, si tu vas te sentir bien, c'est la première impression. Puis après ça, tu vois le potentiel que la propriété peut avoir. Tu te dis, où est-ce que je veux l'amener? Puis où est-ce qu'à un moment donné, c'est terminé? Alors, en ce sens-là, j'aime beaucoup ça. Et je regarde les propriétés presque chaque jour, autour de la maison, dans certaines régions. J'aime vraiment ça. J'étais à Matane il n'y a pas très longtemps. Puis là, je m'interrogeais aux dynamiques de prix. J'étais en Abitibi aussi. Voir les disparités, voir où c'est chaud, où c'est moins chaud. J'aime vraiment ça. Oui, parce que tu t'intéresses à la maison, à la vibe, comme tu dis, mais aussi aux chiffres. Tu es un gars d'affaires, là. Tu aimes ça savoir quel marché est le meilleur. Puis, il faut que tu aies un portrait global. Tu es comme ça en général. Là, Absolument. Puis comme ce qui se passe à Québec en ce moment, ça me fascine complètement. J'ai un regret parce que j'avais repéré une superbe propriété il y a 5 ans à Québec et je me disais un pied à terre dans la capitale nationale. Je faisais à l'époque quelques allers-retours à l'Assemblée nationale. Et là, je me disais, bon, est-ce que c'est surévalué tout ça à rebours? Puis on se dit toujours, j'aurais donc dû, mais aujourd'hui, la propriété vaut aisément le double du prix de l'époque, là. Alors, non, c'est intéressant de voir les dynamiques de prix et c'est surtout un secteur qui évolue tellement rapidement, tellement vite. Et un bien immobilier, c'est souvent le plus gros investissement, la plus grosse dépense. Une dépense qui n'est pas compressible, c'est-à-dire qu'il faut que tu te loges, donc par mois, tu as un paiement. Tu ne peux pas te dire, ce mois-ci, je vais diminuer mon paiement immobilier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour les gens aussi, dans mon métier au quotidien, de parler d'immobilier, c'est d'outiller les téléspectateurs, les citoyens pour qu'ils prennent des décisions plus éclairées. Et on le sait, le bien immobilier, c'est le cœur du patrimoine d'une forte proportion de Québécois. Donc, il faut être conscient de tous les enjeux qui s'y rattachent. Bien justement, ça fait pas si longtemps que ça qu'on
vulgarise l'immobilier dans les médias. Tu sais, la pandémie, il y a joué pour beaucoup parce que là, les gens se retrouvaient pris dans des situations impossibles. Est-ce que tu trouves justement qu'il y a assez d'informations? Nous, c'est ça qu'on veut faire avec le balado. Tu sais, on veut informer les gens. Les gens ont peur de l'immobilier. Les gens n'osent pas appeler un notaire, n'osent pas appeler un fiscaliste pour poser des questions. Ils ont peur de te déranger. Est-ce que tu crois qu'en information, c'est une mission, en quelque sorte, d'éduquer la population au volet immobilier puis qui est si important dans nos vies? Absolument. T'sais, le simple fait de, par exemple, ne pas renégocier son renouvellement hypothécaire, il y a une forte proportion des gens qui reçoivent la lettre, c'est votre prochain taux, et qui signent au bas de la page. C'est vrai. Alors que plus que jamais, dans le contexte économique dans lequel on vit, il faut magasiner. C'est même chose pour toutes les connaissances rattachées au fait que quand tu achètes une propriété, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Les pièges. Je reçois des dizaines de courriels par semaine. Je suis un acteur privilégié. Je reçois les préoccupations des gens. L'immobilier, quand je reçois ces dizaines de questions-là, je vois qu'il y a beaucoup à faire pour éduquer, pour faire comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants. C'est intéressant. Puis, dis-moi, est-ce que toi, comme, je vais dire comme ça, comme propriétaire, comme investisseur immobilier, qu'est-ce que tu considères qu'en 2025 demeure une opportunité? Qu'est-ce que tu vois dans le marché actuel? Pour toi, comment tu vois ça? Écoute, pour avoir magasiné une propriété, il y a quand même pas très longtemps, j'ai été étonné par le fait que les perles rares, les bijoux, on les trouve pas à tous les coins de rue, loin de là. Alors, c'est certain que, dépendamment de tes moyens, si tu peux t'acheter une petite propriété puis décider de la convertir puis d'y aller d'un projet sur 1 an, 2 ans, là, il peut y avoir de belles opportunités. Je pense à un projet auquel je suis familier, dans la Petite Italie, une shoebox qu'on convertit en 2 condos qui va s'adresser à un marché de deuxièmes acheteurs. Là, il y a un beau potentiel quand tu veux vraiment t'investir dans un projet de longue haleine. Maintenant, si tu es un premier acheteur, un deuxième acheteur, mais que tu n'as pas nécessairement la mise de fonds pour aller, il faut que tu t'éloignes de la ville. Et quand tu t'éloignes de la ville, tu te rends compte encore que dans certaines régions, je pense à la Naudière, tu as encore de belles opportunités. C'est des marchés qui vont éventuellement, probablement, connaître un boom. Et ce que je remarque aussi, c'est que les marchés, c'est un peu comme la chaise musicale. Quand c'est pas Montréal, c'est Trois-Rivières qui explose. Quand c'est pas Montréal, Trois-Rivières, c'est Québec qui connaît un bond important. Alors, tu as ces marchés-là pour différentes raisons qui ont des dynamiques qui leur sont propres. T'sais. Et il y a encore de belles opportunités, mais elles sont pas mal plus difficiles à dénicher. Ils sont plus rares. Tu sais, quand tu pouvais t'acheter un projet, là, il y a pas très longtemps, qui était accessible, et tu disais, moi, je vais mettre de l'argent, et au bout de la ligne, tu sais, dans 1 an et demi, 2 ans, ce sera rentable. Si je décide de vendre, je vais rentrer dans mon argent. Aujourd'hui, dans la région de Montréal, tu vas dans Saint-Michel, dans Huntsic, tu le sais, Mélanie, tu t'en vas acheter des projets à 800, 900 000 $. Là, il faut que tu rajoutes 400 000 $. Ça, j'allais dire, La maison, tu ne la revendras pas à 1 300 000 $. Tu sais. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te laisses avoir, il faut que tu sois aux aguets. Tu sais, récemment, pas loin de la maison, il y a un projet qui s'est vendu 750 000 $. Le toit coulait, là. Alors, il faut que tu aies les poches profondes et il faut que tu te dises, je vais amortir ces investissements-là sur plusieurs années parce que c'est pas demain la veille que je vais vendre ça à 1,5. Est-ce que tu trouves qu'en général, parce que moi, j'essaye de véhiculer aux premiers acheteurs, soyez moins difficile. Toi, tu es ouvert au projet, puis je le sais, là, toi, ça te fait pas peur. Il y a des rénaux, mais on peut vivre avec certaines choses pendant un certain temps. On n'est pas obligé, comme personne. Il y a des gens qui ont vécu là jusqu'à récemment. C'est sûr que si ça coule, c'est une autre chose. Mais si c'est pas beau, exemple. Puis, tu sais, c'est propre, mais c'est pas au goût du jour. Moi, je dis souvent aux gens, abaissez vos attentes. Puis, je vois des différences dans différentes communautés culturelles qui n'ont pas les mêmes attentes. Est-ce que tu trouves que le jeune Québécois est trop difficile? Bien, des témoignages que j'ai, oui. Tu sais, tu veux arriver, là, puis tu veux un clé en main. Tu veux que ta cuisine soit moderne. Tu veux que ta salle de bain ait été rénovée, puis que les couleurs te plaisent, alors que, oui, tu peux toffer ta cuisine. Tu sais, par exemple, ma cuisine, c'est pas la cuisine de mes rêves. Elle est parfaitement fonctionnelle. Je déteste la céramique au plancher. Les comptoirs, j'aurais pas choisi ça. Le backsplash, je sais pas, c'était pas nécessairement ce que j'aurais choisi, mais je me dis, garde, brique par brique, à un moment donné, je m'attaquerai à la cuisine. Là, cet été, je me suis attaqué à mon entrée. Il fallait que je refasse les marches en béton. J'ai fait venir des gens pour faire des estimés. C'était complètement fou. Écoute, pour refaire la surface de mes marches de béton, on était à pas loin de 10 000 $.
Fait que j'ai dit, je vais les faire moi-même. Donc, je me Mais suis t'es bon équipé. là-dedans, toi. J'aime ça. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que tu es vraiment un gars manuel, toi. Oui, je le suis devenu. Si tu m'avais dit il y a 15 ans que je referais des marches en béton, que je refais mon pavé uni devant la maison. Ça prend de la patience. Tous les là. joints du pavé uni, là, je pensais que c'est un projet qui allait... C'est toujours ça en même temps. Là. Ouais. Je pensais que ça allait prendre 5 heures, ça a pris 2 jours. Mais le résultat fait une différence. J'ai refait la tourbe devant la maison également. Donc, je fais beaucoup de choses parce que je me dis, oui, le temps, c'est de l'argent, mais en même temps, j'aime ça. Ça me permet de m'évader et surtout de rentabiliser certains projets qui, autrement, avec les coûts de main-d'œuvre et les coûts des matériaux, ne seraient pas rentables. Et ça, c'est un aspect important. Tu sais, la nouvelle donne aujourd'hui, quand tu achètes, là, tu regardes tes projets. Je veux dire, refaire une salle de bain, ça coûte aujourd'hui une fortune. Ouais. Je ne referai jamais une salle de bain au complet, mais je vais pouvoir faire certaines tâches qui vont me permettre d'économiser. Et tu dois voir à quel point tu es manuel dans le calcul de l'achat de ta maison. Tu sais. Ouais, et parce c'est peut-être que quelque chose que les gens sous-estiment. J'en ai un très manuel ici qui me disait, Bon. je suis capable de changer un chauffe-eau Ouais. qui s'est embarqué là-dedans Ah samedi. oui. Un samedi, il ne faut pas Écoute, faire ça. J'étais encore policier à l'époque, Pierre-Olivier, puis j'étais vraiment, là, je veux pas faire un mauvais parallèle avec M. Matt, l'humoriste, là, qui avait essayé de faire changer, tu te souviens, l'épisode avec la toilette. la là. toilette. Mais bon, je dis à Amel, je suis capable, à travailler encore à LCN Moi, à j'étais l'époque. moi, je le laissais aller. Là, J'ai tu sais. 2 chauffe-eau à changer, je m'installe à 8 heures. Je devrais pas raconter ça, mais je te le raconte quand même à toi. On est dans la cuisine, on est seul, personne qui nous écoute. Écoute, il est 8h30 le matin, je m'installe avec les 2 chauffe-eau, Pierre-Olivier, je passe la journée là-dessus. Puis c'était encore à l'époque où j'essaie de faire des soudures. Tu sais, tu peux faire des soudures avec le cuivre. J'étais Là, même tu allé fais porter pas- un je suis sûr lunch que tu pour fais ça. l'encourager. Bref, écoute, je me suis ramassé un samedi soir à 6 heures, ça coulait de partout, il n'y a rien qui fonctionnait, j'avais raté mon affaire au complet. Pris Puis pour moi, un- de dire, je te l'avais dit. appeler un plombier puis me ramasser finalement là-bas le dimanche matin avec le plombier. Alors là, je me suis dit peut-être des fois c'est plus payant de faire. Puis une autre anecdote, je te trouve bon d'avoir fait tes marches en revêtement en béton parce que moi, ma limite que je ne franchirai plus jamais, c'est la finition. J'avais... Mais là-dessus, je m'en vais. C'est horrible. Ça, c'est encore... Puis écoute, j'espère que les gens, en tout cas, qui ont Vont cette faire des maison-là, liens. vont peut-être faire des liens. Mais en tout cas, j'avais essayé de faire des joints, mon gars, de maçonnerie dans la brique. Ah non. Puis là, c'était Là, pas t'as la une même lézarde, couleur. là, Écoute, Non. 10 ans plus tard, je passe encore devant cette maison-là avec Mel, puis je vois mes joints, je me dis, j'aurais jamais dû essayer de faire ça. As-tu une limite, toi, que tu franchis pas? La maçonnerie, surtout en façade, Ouais. je touche pas à ça. Parce que... Puis, Là, un gars brillant. Tu peux gâcher tu sais, la façade. là. Je l'ai refait. Là. J'ai refait des bacs à fleurs, la maçonnerie de bacs à fleurs, puis j'ai dit, je touche pas à ça. OK. Puis heureusement, parce que là, quand ils se sont mis à défaire les joints, il fallait refaire l'intérieur isolé. Alors, je confie ça à des professionnels. Ce qui est finition, je suis conscient de mes limites. Et je suis conscient des enjeux que ça peut avoir sur la propriété. Je peux peinturer une porte de garage, mais je ne le ferai pas si le garage est en façade. Je préfère que ce soit confié à quelqu'un qui ne va pas... Tu sais, la porte de garage sur une façade, c'est un élément important. Tu veux pas faire honte à ta famille. Là. Non, Tu exactement. vas pas le regarder 10 ans plus tard en disant, C'est ça. voyons que j'ai fait. Mais le fait d'être manuel, Ouais. ça te permet aussi, quand tu achètes une propriété, de te dire, ben, je vais pouvoir aller un petit peu plus haut parce que ça, je vais pouvoir le faire. Ça, je vais pouvoir le faire. Comme je peux très bien, tu sais, j'ai tous les outils pour m'occuper des haies puis des arbres sur ma propriété. Mais pour la première fois, j'ai décidé de le faire parce que là, la végétation où on a acheté, elle était hors de contrôle. Mais pour les années subséquentes, tu sais, le 1 000 $ que tu donnerais à quelqu'un pour venir tailler tes haies, tu vas pouvoir l'économiser parce que tu t'équipes et tu as une connaissance des techniques. Et je pense qu'au Québec, heureusement, il y a une forte proportion des gens qui sont manuels, mais il y en a aussi qui sont comme toi. Et moi, tu sais où ça a été, comment le déclic? J'avais acheté la maison de campagne. J'avais des rénovations à faire, de grande ampleur quand même. Alors, j'avais une équipe, un contracteur, tout ça, et je me suis joint à l'équipe pendant 1 mois. Donc, j'ai travaillé, entre guillemets, sur le chantier. J'apportais des bouteilles d'eau, etc. Mais je regardais ce qu'ils faisaient, comment ils fixaient le plancher, comment ils refaisaient de la plomberie, tout ça. Et j'ai appris à ce moment-là énormément de la part de ces gens-là. Puis j'en suis reconnaissant aujourd'hui parce que c'est ces bases-là, ces techniques-là que j'ai apprises, que je mets en application et qui me permettent de sauver. Puis quand tu sais pas comment faire quelque chose, comment tu t'y prends? Tu sais, à qui tu demandes conseil? Je vais te donner mon secret. Ouais. Vers qui je me tourne, mais là, ça reste entre nous. Oui. Bien sûr. Tu vois, depuis, je dirais, 1 an environ, mon meilleur allié, c'est ChatGPT. Ah, t'es Ah, ben, sérieux? C'est sûr. C'est Ben, c'est sûr. ChatGPT. Ouais, on est clair. rendu là. Moi, c'était le monsieur chez BMR, là, mais on est rendu. Mais oui, en quincaillerie, souvent, tu as d'excellents conseils. Ouais. Mais je vais te donner un exemple. La toiture du cabanon de la propriété qu'on a achetée était à refaire. Et là, je cherchais un revêtement qui n'était pas du bardeau parce que je ne voulais pas louer la cloueuse à bardeau. Alors, j'ai trouvé un revêtement en asphalte.
ondulé. Et là, je ne savais pas trop comment le fixer. Et là, je suis sur le cabanon et je me demande à quel intervalle je dois visser, par exemple, les vis pour que ce soit optimal. Mais là, je prends la caméra avec le robot conversationnel, avec ChatGPT. Je lui dis « Hey, écoute, tu vois, je suis en train de refaire le toit, tout ça. » Et il est en mesure de me conseiller parce qu'il est en mesure de consulter le guide d'utilisation qui est fourni par le manufacturier. Alors ça, c'est fou, hein? Ça, c'est un bel outil. C'est incroyable. Puis ça me rappelle une situation. J'étais en inspection il n'y a pas si longtemps pour une propriété qu'on était en train de vendre et l'inspecteur me disait candidement, écoute, quand je fais mon rapport d'inspection, j'entre mes données dans le système. Là, puis, tu sais, le ChatGPT lui fait des exemples, des recommandations, des ci, des ça. Fait que tranquillement, pas vite, on s'en va vers un système où, justement, les rapports d'inspection d'inspecteurs vont être en partie complétés à l'aide de cet outil-là. Et cet outil-là, en plus, quand tu optes pour la version payante, il se souvient. Il a une mémoire très juste de ce que tu as fait. Fait que je vais te faire un test. Exemple, regarde, j'ouvre mon application. Salut, ChatGPT. Salut, Pierre-Olivier. Est-ce que tu te souviens ensemble quand on avait fabriqué un gazebo? Ah oui, absolument, je m'en souviens très bien. On avait pas mal discuté des plans et des petites astuces pour économiser. Et franchement, tu avais fait un super boulot avec ce gazebo. Ben voyons donc, écoute, c'était pas grave. C'est un assistant personnel à 30 $ par mois dans mon cas. Ça, c'est le côté vraiment positif de l'intelligence artificielle parce qu'on s'entend qu'auparavant, c'était la transmission des parents qui viennent bricoler le dimanche puis qui te montrent comment faire. Mais il y a de moins en moins de jeunes manuels. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas acheter les maisons moins rénovées. Quand tu sais comment t'y prendre, ça te fait moins peur. Et là, peut-être, justement, ce truc-là, moi, j'aurais même pas pensé. Mais Yann, essaye pas de changer un chauffe-eau. non, mais gars. Non, parce qu'il peut pas le manipuler à ma place quand même. Ça. C'est comme, change pas ton panneau électrique avec ChatGPT. Et ça, c'est aussi un message à envoyer. Il y a quand même des... Tu sais, quand tu fais de l'électricité, de la plomberie, il y a le code du bâtiment. Moi, je n'y ai jamais avec ça. Installer, par exemple, une borne de recharge pour véhicule électrique, tu confies ça à un électricien certifié. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Je suis content que tu en parles de ça. C'est important de rappeler aux gens, Mélanie, les seuls travaux dans une maison que légalement on n'a pas le droit de faire comme propriétaire sont les travaux de nature électrique. Pierre-Olivier, c'est super intéressant le volet de tes talents manuels avec ChatGPT. Puis là, je te ramène un peu en arrière par rapport à ça. Oui. Les gens ne savent pas, mais tu es titulaire d'un baccalauréat, d'une maîtrise aussi en communication politique. Exact. Moi, je ne savais pas, tu as même été enseignant dans un milieu un peu plus difficile dans le passé. Prof au secondaire. Voilà. J'ai su aussi que ton père, à l'époque, était caméraman. Tu suivais très jeune. En fait, toi, depuis très jeune, 5 ans, je pense que tu voulais devenir chef d'antenne. Exact. Est-ce que dans toute cette dynamique familiale-là, il y avait un intérêt pour les travaux manuels ou l'immobilier? Parce que moi, mon père, tu sais, je ne suis pas manuel, mais mon père, Normand, salut. Mon père n'avait pas de marteau, tournevis. En fait, il y en avait un, mais il était dans l'établi, on ne savait pas trop. C'était comme un objet obscur. De ton côté, à toi, est-ce que tu avais quand même des parents qui avaient comme un peu ces talents-là que tu as développés par la suite? OK, on entre dans la psychanalyse. All right? Mon père, c'est quelqu'un de très manuel. Okay. C'est de famille italienne, donc il a construit sa première maison à Saint-Grégoire. Il a construit sa première maison de ses mains. Et c'est quelqu'un qui, tu sais, il y a une feuille qui tombe d'un arbre, il va la ramasser. Là. La propriété de mes parents a toujours été très propre. Il y a une certaine fierté associée à ce que la propriété soit très bien entretenue. Et j'ai vu mon père travailler de ses mains toute sa vie, réparer les outils dans le garage et tout. Et je dois dire que pas que j'avais un complexe, mais moi, j'étais toujours plus intellectuel et je me disais, hey, j'aimerais ça avoir les compétences de mon père, tout ça. Puis mon père me disait, bah, t'es pas manuel, il va falloir que tu le deviennes un jour. Et puis je le suis devenu. Ça n'a pas été... quand j'étais jeune, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais la figure de mon père, qui m'a toujours beaucoup inspiré, que j'admire énormément, ça m'a amené à un moment donné à me dire, je veux être manuel, je veux avoir ces compétences-là. Puis à un moment donné, sais-tu quoi, je veux y prouver aussi que je suis capable de construire un gazebo, puis qu'il va être impressionné par ce que j'ai fait. Tu sais. Donc, ça prend un papa italien pour tout le monde, pour question de monter la barre un peu. Ouais, il parle pas italien, mais... C'est que le papa Mélanie est italien. Ah oui? Non, mais c'est vrai, il est dans différentes cultures. J'habite, mes voisins sont d'origine italienne à Montréal, puis c'est des gens qui sont très fiers de leur propriété. C'est toujours... Tu sais, l'entrée est toujours dégagée, le gazon est toujours coupé. Je généralise évidemment, mais c'est quand même un trait culturel, cette fierté associée à la propriété d'un bien immobilier jusqu'à mettre des lions devant la maison lorsque la maison est payée. Puis là, mes enfants me disent souvent, papa, on va-tu avoir un lion un jour? Je dis, ben écoute, je pense pas, mais ce jour-là, je vais quand même être content. Je pensais, Pierre-Olivier, que tu allais dire, on peut mettre plein de gros lions partout dans cette maison-là. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Puis,
Est-ce que tu t'ennuies de la campagne puis de la vie de chalet? Écoute, j'ai vendu mon chalet, ça fait quoi? Ça fait même pas un an, ça va bientôt faire un an. Il y a des aspects de la campagne qui me manquent. Il y a d'autres aspects, je me dis, non, je m'ennuie pas du tout de ça. Je m'ennuie, par exemple, de l'odeur des arbres quand tu mets tes pieds à l'extérieur le vendredi soir. Moi, je finissais souvent le TVA à 22h. Je me rendais à la campagne, la famille était déjà arrivée. Là, il y avait la lune, le silence, les étoiles, l'odeur du pain, des aiguilles de pain fraîchement tombées. Ça me manque de décrocher. En même temps, les allers-retours chaque semaine, la privation, parce que tu te dis, bon, j'ai le chalet à la campagne, je ne ferai peut-être pas d'autres projets. Puis il faut dire qu'à l'époque où j'avais la maison de campagne, je n'avais pas une propriété à Montréal comme celle que j'ai aujourd'hui. Donc, j'avais moins de travaux à faire à Montréal, beaucoup moins de travaux d'entretien. On était en appartement. Donc, le fait de changer de modèle, aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir une propriété à Montréal et une propriété à la campagne. C'est trop de gestion, c'est trop d'entretien. Passer la semaine à couper le gazon à Montréal, couper le gazon à la campagne. Il y en a qui confient leurs travaux puis l'entretien. Moi, c'est pas mon cas. Donc, ça aurait été trop d'avoir les deux. Et c'est la principale raison pour laquelle j'ai vendu. Puis en même temps, à Montréal, moi, je suis souvent en quête d'intimité. Et à Montréal, je retrouve l'intimité que je souhaitais obtenir et que j'avais à la campagne. Donc, pour moi, la propriété que j'ai trouvée à Montréal, c'est le meilleur des deux mondes. Parfois, je suis dans la cour, j'ai l'impression que je suis à la campagne. Puis, je décroche instantanément quand je rentre dans ma maison à Montréal. Puis, lorsque je veux aller à la campagne, ben, je squatte chez des amis. C'est ça. Ou je pars plus loin, je pars dans des régions que je n'avais pas découvertes. J'ai beaucoup aimé la vie de chalet, surtout pendant la pandémie, comme bien des Québécois. Ça me permettait de décrocher puis de ne pas vivre vraiment, de vivre différemment les confinements puis faire vivre autre chose à mes enfants avec du terrain, de l'espace, partir en raquette. C'était formidable. Mais c'est aussi exigeant sur le plan de l'entretien. Tu arrives au chalet, tu fais l'épicerie le samedi matin, tu repaques le dimanche soir. Donc, il y a ces irritants-là aussi qui sont entrés en ligne de compte quand on a pris la décision de vendre la maison de campagne. Mais c'est une maison à laquelle j'étais profondément attaché quand même. T'sais. Comment tu vois ça, que le prix moyen d'une maison à Montréal dépasse le million là, aujourd'hui? Tu sais, dans un marché où les gens ont de plus en plus de difficultés, toi, c'est un choix de rester sur l'île pour toutes sortes, tu sais, t'es près moi, du je voulais travail. être proche du travail et de la famille. Moi, je voulais être en rayon de 10-15 minutes du travail parce que je me disais, si on m'appelle, puis on a un travail qui ressemble parfois à celui d'un pompier ou d'un policier, il faut que tu te rendes sur... rapidement, Alors, c'est ça. pour moi, c'est important. C'est fou quand même que le prix moyen dépasse le million. Il n'y a pas si longtemps, l'image que tu avais de la maison à 1 million, c'était le château avec la grosse piscine creusée et tout ça. Et aujourd'hui, pour 1 million de dollars, tu as quelque chose de bien sur l'île, mais il y a des travaux à faire. C'est la réalité souvent dans plusieurs secteurs. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est la proportion du budget familial qui est désormais consacré au paiement, surtout avec des renouvellements hypothécaires là, qui, pour certains, vont être difficiles. C'est ce qui m'inquiète. Puis en même temps, je ne vois pas de coup de baguette magique pour améliorer l'abordabilité sur l'île de Montréal. T'sais, on a vu des marchés comme Vancouver, Toronto reculer légèrement dans certains cas en raison de la conjoncture économique puis de l'immigration qui a un peu ralenti dans ces régions-là. Mais à Montréal, on est dans une dynamique de rattrapage. Ouais. Un cabanon à Toronto, c'est 1,5 million. On n'est pas encore rendu là, mais à un moment donné, peut-être parce que il va falloir de l'immigration parce qu'on a une dénatalité préoccupante au Québec. Il va falloir loger ces gens-là. Et moi, je mets un peu la faute sur le manque de planification au fil des ans. Il y a eu des retards dans les mises en chantier. C'était écrit dans le ciel qu'il faudrait de l'immigration pour pallier le vieillissement de la population au Québec. On s'est mis à accueillir beaucoup d'immigrants, beaucoup de nouveaux arrivants qu'il faut remercier d'être venus pour nous aider, pour faire rouler l'économie, pour participer au Québec d'aujourd'hui et de demain. Mais en même temps, nos dirigeants avaient une responsabilité de bien planifier les choses, et ça n'a pas été fait. Du moins, le résultat est frappant. Il y a une inadéquation préoccupante entre les mises en chantier et l'augmentation de la population, et le résultat, c'est que pour des premiers acheteurs, c'est très difficile. Puis j'ai envie de dire, à l'époque dans laquelle on vit, le plus important pour les jeunes, c'est d'avoir des actifs, qui soient immobiliers, qui soient des placements, parce qu'on est dans une dynamique où il y a encore de l'inflation importante dans des secteurs comme l'immobilier, où ce sont de grosses dépenses. Donc, quelqu'un qui n'investit pas ses économies, si petites soient-elles, ou qui ne rentre pas dans le marché, doit trouver une façon de faire fructifier son patrimoine le plus rapidement possible.
Vas-y. Là, j'ai eu plein de questions, Bon, mais vas-y. tellement de questions pour lui, mais on peut-tu le garder la journée au complet? Tu travailles Je pense qu'il y a un bulletin à faire. Non, ouais, le vendredi, je suis à t'es en 4 jours. congé? Oui, je suis en congé Ah, aujourd'hui. c'est vrai. On a tout le Hey, Jeff, temps. ça va être très long aujourd'hui. Il y a une bouteille de vin, Ouais, quelque exact. chose. Écoute, il est quelque part, il est 5 heures. Oui. Là. Mais j'ai quand même, puis je vais terminer là-dessus Oui, sur vas-y. le patrimoine. Ouais. J'ai peut-être un regret. C'est que moi, quand j'avais 16 ans, quand j'ai commencé à ma première job à 7,30 $, j'avais pas de connaissances du tout. Non, c'est ça. J'allais t'amener là-dessus. Comment faire fructifier mon patrimoine. Mais je peux te dire avec certitude aujourd'hui que si du moment que je travaillais à la quincaillerie Rona sur la rue Masson, il n'y a pas loin, puis ensuite j'ai travaillé à la SAQ, puis j'ai travaillé à l'université, si j'avais pris une petite proportion de ce que je gagnais à l'époque et que je l'avais investi, exemple, en achetant les indices à la Bourse de New York, rendu à 30 ans, 10 ans plus tard, 10-15 ans plus tard, j'aurais eu un patrimoine beaucoup plus important que ce que j'ai aujourd'hui. C'est tellement... C'est là-dessus que je voulais l'amener. Veux-tu l'amener là-dessus? Je vais l'amener là-dessus. Écoute, c'est parce que... Puis c'est intéressant ce que tu dis. Tu écouteras aussi le balado avec William Plamondon qu'on a reçu à l'émission. C'est exactement ça qu'il expliquait. Puis tes pères, vous êtes une famille, vous avez 2 jeunes enfants. Est-ce que justement, ce marché-là immobilier qui est explosé, qui est difficile d'accès, est-ce que ça vous préoccupe, toi et ta conjointe, pour vos enfants? Absolument, c'est très préoccupant. Je me dis, à un moment donné, quand mes enfants vont avoir la majorité, vont vouloir aller en appartement, le prix des loyers est très, très élevé. Et ensuite, quand ils vont vouloir accéder à la propriété, auront-ils les moyens de le faire dans la grande région de Montréal? C'est une préoccupation. D'ailleurs, moi-même, je commence à mettre de côté pour mes enfants un jour, pour qu'ils puissent avoir un patrimoine qui va leur permettre de pouvoir embarquer dans des projets qui leur plaisent. J'ai le privilège de pouvoir le faire. En même temps, le plus grand, je pense, la façon d'être le plus utile comme parent, c'est de permettre à l'enfant d'avoir des outils pour mettre de côté, pour, une fois qu'il a son premier emploi, être conscient de l'argent, placer son argent. Je le répète, c'est important. Si à 16 ans, j'avais eu le 10e des connaissances que j'ai aujourd'hui pour placer mon argent, ou si j'avais été bien conseillé à l'époque, aujourd'hui, mon patrimoine serait beaucoup plus important. À l'époque, je me souviens, j'allais à la caisse ou j'allais dans l'institution financière. Je me fiais à ce que le conseiller me disait. Je faisais 2 % de rendement. Puis probablement que le conseiller en question se prenait une cote là-dessus. Alors, mais si j'avais pris cet argent-là à rebours puis je l'avais mis à la bourse, j'avais acheté simplement des indices, mes frais de gestion auraient été minimes. Et 10 ans plus tard, j'aurais eu une capacité, par exemple, de rentrer sur le marché immobilier beaucoup plus importante que je ne l'ai eu. Et le plus grand legs ce que je veux laisser à mes enfants, c'est ça. C'est une connaissance quand même de base de comment je fais fructifier mon argent, comment je ne me fais pas avoir, puis comment je peux les outiller pour qu'éventuellement ils prennent des décisions éclairées. Puis là, je commence déjà, ils ont 10, 6 ans, mais des fois, je leur dis, au lieu de faire des achats sur votre plateforme de jeux Roblox, on va acheter des actions de Roblox. Mais ça embarque-tu avec toi là-dedans? Il embarque. Mais là, je vais te raconter, ça, c'était pas mal drôle. Je raconte à mon fils, il y avait 5 ans à l'époque, 5-6 ans, puis je lui dis, écoute, ce midi, au lieu d'aller chez McDo, on va prendre tes sous, tes petites économies, puis on va acheter des actions de McDonald's. On va acheter une action de McDonald's qui, à l'époque, se transigeait quand même. Et là, il me dit, OK, parfait. Puis là, je lui explique, tu deviens actionnaire de la compagnie et au lieu de faire ta dépense, on va manger à la maison et je sais pas, le 50 $ que tu mets, ben plus tard, tu sais, McDonald's, si ça va bien, puis on regarde les états financiers, je l'ai initié très rapidement. Parfait, tout est beau. Et il me revient l'après-midi, il dit, papa, j'ai pensé à tout ça, là, puis je pense que je suis trop jeune pour devenir, en quelque sorte, propriétaire de McDonald's. Je dis, non, mais... Là, il dit, tu m'as dit on allait recevoir les documents, l'assemblée annuelle des actionnaires. Je dis, non, mais regarde, je dis, tu as une infime partie de l'entreprise. Il dit, oui, mais là, quand je vais aller chez McDonald's, est-ce qu'il va me considérer comme le patron? Je dis, non. Et là, je me suis rendu compte, bon, OK, il y a de l'éducation à faire, mais au moins, je sème des graines, puis je veux susciter un intérêt pour ça. C'est pas besoin d'être des experts, mais connaître au moins la base pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Puis je pense que dans nos écoles, oui, il y a des cours d'économie, oui, il y a des cours très généraux sur qu'est-ce que le taux directeur, etc., mais outillons nos enfants pour qu'ils ne se fassent pas avoir quand ils sortent de l'école, puis qu'ils sachent c'est quoi le S&P 500, la bourse, qu'ils sachent qu'il y a des plateformes et tout ça, puis qu'ils puissent ultimement challenger leurs conseillers s'ils ont un conseiller. Hey, comment ça, moi, j'ai un rendement de 2 %, j'ai 20 ans,
Puis mon profil de risque pourrait m'amener à avoir des rendements de 10 % par année. C'est le genre de questions que tu dois être en mesure de poser à ton conseiller à 20 ans pour qu'à 30 ans, tu aies le coussin qui te permette d'accéder à la propriété ou de nourrir le projet de tes rêves. Bien, c'est drôle. Moi, j'allais t'amener là-dessus parce que c'est la voie. Je trouve qu'à l'école, il n'y a pas assez d'informations. Oui, il y a des cours, mais c'est pas assez jeune. C'est pas tous les parents qui ont les outils pour aider leurs enfants. Puis ils aimeraient ça, là, mais même les parents n'ont pas reçu cette éducation-là. Absolument. Alors, comment on fait aujourd'hui, justement? Bon, les parents peuvent aider les jeunes, oui, à acheter une propriété, oui, pour les études, tout ça. Il y a des parents qui prennent le régime enregistré d'épargne-études, puis qui se disent, après ça, on va le... William, c'est ça? Je lève la main. C'est ma stratégie aussi. C'est ça, tu prends le REE. Tu utilises le REE. Après, tu le transformes. Tu peux prendre le CELIAP. Exact. Tu sais, il y a des stratégies comme ça. Donc, toi, c'est ce que tu utilises pour que tes enfants aient au moins un point de départ dans la vie. Exactement. Moi, je me dis, le REE t'offre des rendements importants parce que le gouvernement y contribue également. Puis une fois qu'ils auront atteint la majorité, ou espérons qu'ils accèdent à des études supérieures, on utilisera cet argent-là de façon judicieuse. Les boys, vous travaillez, vous gagnez votre argent. Cet argent-là, c'est vraiment un placement pour le futur, pour vos projets et éventuellement, probablement, accéder à la propriété. Tu sais que le conseiller financier qu'on a reçu à l'émission, je veux juste te dire, je te fais une petite mise en garde, Pierre-Olivier. Ouais. Il a dit que son premier conseil financier qu'il donnait aux jeunes, c'est rester chez papa à maman le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à 50 ans. Hey, je l'ai pas mal suivi, ce conseil-là, moi. Ah oui, t'es resté longtemps chez tes parents. Écoute... Mais il n'y a pas 50 ans, pareil. Là. Non. Je viens d'avoir 38. Mais écoute, moi, je suis né dans le duplex de mes parents. J'y ai grandi. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré ma blonde, j'avais 19-20 ans, puis je dis à mes parents, est-ce que je pourrais avoir le loyer? Enfin, on était en voyage, ma blonde et moi, c'était notre premier voyage, on était en Espagne, puis j'appelle mes parents, puis ils me disent, notre locataire, il s'en va, tu sais. Puis là, je regarde ma blonde, je dis, OK, je raccroche la ligne, je dis à ma blonde, hey, on pourrait emménager ensemble, en haut de chez mes parents, tu sais. Elle me dit, parfait, ben oui. Fait que je rappelle mes parents. Je m'en souviens encore, j'étais sur une terrasse en Espagne. Je dis, hey, on pourrait emménager en haut, tu sais. Puis là, mes parents disent, OK, on va y penser, oui, ça pourrait être un beau projet. Puis revient de voyage, puis on concrétise ce projet-là. Fait que, tu sais, le déménagement, ça a été comme 2 étages, parce que moi, ma chambre était au sous-sol à 18 ans, 19 ans. Puis là, j'ai monté au 2e étage du duplex. Puis on s'est dit, écoute, on va en profiter, on va rester là 1 an ou 2, puis après ça, on achètera, tu sais. Et tu sais, c'était à une époque où les unifamiliales, les belles unifamiliales étaient comme à 300 000 à Montréal. Ouais. Et on est resté dans le duplex, puis tu sais quoi, on est resté là 17 ans. Il n'y a rien de plus permanent qu'un plan temporaire. On a eu 2 enfants. Écoute, on a eu 2 enfants. C'était formidable. C'était en quelque sorte une intergénération. On l'a aménagé comme ça. C'était un super beau modèle. Ça permettait aux enfants d'être très proches des grands-parents, d'avoir une belle vie familiale. On a vraiment tripé. Alors, c'est comme une version Tanguy 2.0, là, mais c'est une version Tanguy en même temps qu'il y a de plus en plus de Québécois qui adoptent. Exactement. Et quand on a choisi la maison dans laquelle on est aujourd'hui, il y avait ça aussi en tête, c'est la possibilité d'aménager un espace pour les enfants plus tard. Exemple, quand ils seront à l'université, d'avoir une partie de la maison qui pourrait être consacrée avec, par exemple, une cuisine, etc., pour que les enfants puissent un jour se dire, ben, je vais rester chez papa et maman, mais je vais avoir mon unité, puis je vais pouvoir avoir mon intimité, puis faire mes affaires. Tu sais. Donc, tu as vécu pas mal presque tous les types d'habitations. Le plex, l'unifamilial, le chalet. Puis le plex, c'est un retour en force, le plex. Oui. Aujourd'hui, les gens s'en servent comme moyen, justement, puis de cohabiter avec la famille, les parents qui s'impliquent, qui aident les enfants, on le voit de plus en plus. C'était comme ça à Montréal, surtout. Là, c'est un mode de vie, les plex. Alors, tu as fait pas mal le tour de l'habitation. Le prochain projet, en auras-tu d'autres? Écoute, oui, probablement. Là, ce que j'aime, c'est participer, par exemple. Mon frère, lui, est un investisseur immobilier. Il m'a initié un peu aux projets pour lesquels il travaille. Puis je trouve ça bien aussi de contribuer à ma façon à créer du logement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est plus à distance, je te dirais. D'ailleurs, excuse-moi, c'est mon père qui m'appelle. On le salue. Salut, papa. Je vais le rappeler après. Donc oui, d'être là peut-être à distance d'un projet, mais d'y participer à ma façon, ça m'intéresse.
Puis ensuite, je sais pas, on verra. Tu sais, à un moment donné, j'étais tenté à me dire, est-ce que je prends un pied à terre ailleurs, tu sais, vraiment. Mais en même temps, je veux la simplicité. Ouais. Alors, tu sais, je veux pas avoir d'obligation. Tu sais, je pense pas avoir à très court terme une maison à la campagne. Ou tu sais, je m'étais dit, est-ce qu'un condo, par exemple, un condo sur le bord de l'eau. Je me souviens à Sainte-Agathe. On était allé à Sainte-Agathe il y a quelques années. On était tombé en amour avec un condo sur le bord de l'eau. Mais en même temps, c'est ça. Je veux la simplicité. Donc, pour les prochaines années, ça va être de chouchouter la propriété dans laquelle je me trouve en ce moment, d'y donner de l'amour, puis on verra par la suite. Puis je te fais un compliment, Pierre-Olivier, puis moi aussi, j'embarque un peu dans la psychanalyse, mais à peine. Là, c'est une psychanalyse gratuite. Gratuite. Je vais m'étendre. En passant, les chaises ici, tu peux reculer ça, puis on peut baisser l'éclairage si tu veux aussi. Mais, on a des fauteuils aussi, si jamais. Moi, je trouve ça fascinant. J'ai compris ta formation aussi. T'étais allé au niveau politique et tout ça. Puis on te voit comme quelqu'un de très analytique, très posé. Tu analyses beaucoup les chiffres et tout ça. Entre autres, les soirées électorales. Oui. Tu maîtrises. Moi, ça m'a toujours impressionné. Je disais à Mélanie, mon Dieu, c'est parce qu'on parle de politique américaine. Puis moi aussi, quand j'étais à LCN, je le regardais. Puis j'étais comme, mais comment il fait ça, lui? Moi, je pense qu'il y a ChatGPT dans sa poche qui s'ouvre des J'ai une puce ici. Et voilà. Ma question s'en vient. Tu as accès à toutes les données. Tu vois ce qui se passe. On entend parler de l'économie globale. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On entend parler de plus en plus de récession, d'économie, tout ça. Comment, toi, de ton siège, t'entrevois le marché immobilier d'ici 5 ans? Comment tu vois ça? Je pense que la dynamique de l'offre et de la demande, c'est ce qui prévaut au Québec. Donc, tant qu'on va avoir un déséquilibre entre le nombre de personnes qui cherchent une propriété puis le nombre de propriétés disponibles, je pense que les prix vont continuer à augmenter et il n'y a pas de coup de baguette magique. Maintenant, ce qui me préoccupe, 2 choses. La première, l'économie canadienne ne se porte pas bien. Mais t'en parlais d'entrée de jeu, tu disais, oui, l'économie résiste. C'est vrai qu'elle résiste. Entre autres au Québec, on a une chance, c'est que le gouvernement est très important. T'sais, les emplois dans le secteur public, ça ne nous immunise pas face à un ralentissement économique, mais ça nous protège en quelque sorte. Donc, la prégnance du secteur public fait en sorte des fois qu'on vit les chocs un petit peu moins difficilement au Québec. Malgré tout, baisse de productivité, les investissements de nos entreprises sont... la situation est catastrophique. On regarde la différence de dynamique entre les États-Unis et le Canada, ça fait dur. On fait dur, nos investissements reculent en entreprise, notre productivité stagne, le PIB per capita, donc la création de richesse par ménage, elle a même été en recul au cours des derniers trimestres. Donc, tout ça me préoccupe beaucoup. Ajoutez à cela l'arrivée de l'intelligence artificielle et des investissements qui vont faire en sorte que les jobs de professionnels qui sortaient de l'université vont être beaucoup plus difficiles à décrocher. Exemple, tu as un bac en finance de HEC Montréal. Habituellement, tu pouvais être embauché comme analyste au sein d'une grande firme à Montréal. Aujourd'hui, ces emplois-là tendent à être remplacés par l'intelligence artificielle générative. Même chose, tu as ton bac en droit, tu viens de passer ton barreau, tu es content, tu te dis, je vais appliquer dans une grande firme d'avocats et je vais me mettre à faire du travail de bureau, je vais assister d'autres avocats. L'intelligence artificielle maintenant est capable de rédiger une mise en demeure ou une ébauche que l'avocat senior va corriger. Donc, les emplois professionnels, je dirais, d'entrée sur le marché du travail vont se raréfier. Et je pense que pour des jeunes qui sortent de l'université et qui veulent accéder à la propriété, la situation pourrait se corser rapidement. Et gardons en tête ça quand on fait notre formation universitaire, là, je parle aux jeunes, quelle valeur ajoutée je vais pouvoir amener au sein d'une organisation quand je vais accéder au marché du travail dans un contexte où l'intelligence artificielle bouleverse les choses. Et puis, la même chose en télé, Mélanie, tu sais. Ouais. Moi, je suis entré à LCN, TVA, je faisais des textes. Je pense que j'ai déjà écrit des textes pour toi. J'étais ton rédacteur, donc je faisais de la rédaction. Est-ce qu'un jour, le métier de rédacteur, pas nécessairement en télé, mais ailleurs, va être appelé à se transformer avec l'intelligence artificielle? La réponse est oui. Et donc, ces jeunes professionnels-là doivent s'interroger plus tôt que tard sur leur pertinence, leur valeur ajoutée dans un contexte technologique et économique qui se transforme. Et ça, éventuellement, assurément, ça va avoir un impact sur la capacité de nos jeunes à accéder au marché immobilier.
De là, l'importance de les aider. Pierre-Olivier, écoute, on pourrait rester ensemble encore toute la journée, mais on te réinvitera parce que sérieusement, je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon avec toi. On te connaît mieux du côté immobilier. On te connaissait, nous, personnellement, du côté immobilier, mais les gens, quand ils te voient, se doutent pas que tu es capable, toi, de faire un cabanon. Puis je prends les contrats pour l'été prochain. C'est très bon, hein? On ne le connaissait pas. Il y a peut-être un nom de compagnie qui s'en vient aussi, qui va nous sortir bientôt, Pierre-Olivier. Hey, merci d'être venu avec nous. Merci à vous deux, c'était super sympa. Première fois qu'on se revoit un bureau ensemble, je pense, au micro, c'est ça que j'allais vous dire. Depuis que j'ai quitté. C'est comme un honneur de se retrouver entre deux personnalités comme ça qui ont été au cœur des nouvelles et encore toi aujourd'hui, d'autant plus. Puis Mélanie, tu as fait ça quand même plusieurs années. Vous avez partagé le même micro aussi pendant un moment. Merci infiniment. Ça a été un plaisir. Mélanie, comment les gens peuvent nous rejoindre s'ils veulent poser des questions, s'ils veulent à ce moment-là avoir des précisions sur nos sujets? Oui, YParent, M Bergeron à commercialpropriodirect.com. On prend vos questions, puis on lance une question par semaine, justement, qui nous vient du public. On va y répondre. Alors, écrivez-nous. N'hésitez pas à nous proposer des sujets. Ça va nous faire plaisir. Et aussi, on remercie Cube Studio. Cube Studio, toute l'équipe, là, Jeff Bérard, Dominique Plamondon, Philippe Séguin. On est disponible sur à peu près toutes les plateformes sans vis cachées, dont l'application Cube, la chaîne YouTube Cube aussi, sur la radio de Cube le samedi et le dimanche. Le samedi, c'est à 11h, le dimanche, c'est à 18h. Alors, merci d'être là avec nous. Pierre-Olivier Zappa, encore une fois, un énorme merci. Un gros merci. On va te réinviter effectivement, Mélanie Bergeron. Toujours un plaisir. Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com